Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Let's Go Cyber, monté en partenariat entre le pôle d'excellence cyberdéfense et la chaîne Risk Intel. J'aurai aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guy-Philippe Goldstein et Delphine Chevalier, en compagnie, comme d'habitude, de Yasmine et Charlotte. Le thème que nous avons retenu, c'est cyberdéfense ou cyberespace, la grande déstabilisation. Pour moi, avec mon expérience, ce mot de déstabilisation a toujours été un mot qui m'a frappé. Et lors des réflexions, ou plutôt des travaux que l'on menait pour créer les capacités offensives de cyberdéfense du ministère des Armées, ça a été quasiment le maître mot de tous les travaux, c'est le côté absolument déstabilisant de l'arme informatique qui permet de s'attaquer à l'organisation des grands organismes, mais aussi directement à l'état d'esprit des humains et de déstabiliser les gens en les plongeant dans un profond désarroi, tout en côté en étant capable bien sûr de neutraliser, de saboter des organisations. Et puis pendant la petite dizaine d'années où j'ai été en charge des affaires de cyberdéfense, entre la conception jusqu'à la mise en œuvre et le commandement de la cyberdéfense, j'ai toujours vu la réalité dépasser la fiction. Et bon, pour s'en persuader, il suffit d'écouter, de regarder les actualités aujourd'hui pour voir à quel point cette menace informatique, ces attaques en cybercriminalité ou les attaques sponsorisées par d'autres organismes sont totalement déstabilisants pour notre société et présentent un des risques majeurs, bien plus soit annoncé il y a peu, une grande crise économique. Donc le regard croisé de ce show d'aujourd'hui, nous avons voulu le faire à partir de deux acteurs, de deux personnes. Guy-Philippe Goldstein, qui est quand même quelqu'un qui est assez reconnu, qui va nous livrer son témoignage pour regarder le volet comment cette arme peut amener à déstabiliser les relations entre les organismes eux-mêmes. Guy Philippe est un expert reconnu depuis de nombreuses années, mais il est aussi un auteur d'ouvrages de réflexion sur la puissance cyber, mais aussi et surtout un écrivain, un romancier d'anticipation sur l'impact des crises cyber sur notre monde, avec un premier roman qui s'appelle Babel Minute Zéro, écrit en 2007, mais dont le projet remonté à la fin des années 90. Et ce roman, quasiment le premier en langue française, a été beaucoup lu par tous les professionnels, y compris en Israël, puisque le Premier ministre israélien l'a cité. Et moi, à titre d'exemple, sa lecture m'a été conseillée lors de nos travaux, donc dans les années 2011-2012, par des camarades de la DGSE. Donc les professionnels ne sont pas restés insensibles à ce livre, et comme je vous le dis, la réalité dépasse la fiction. Ensuite, plus récemment, il vient d'écrire 7 jours avant la nuit, qui répond assez à toute l'ambiguïté, à toute la puissance du complotisme, des théories de Canon. Enfin, l'autre interlocuteur pour ce regard croisé est Delphine Chevalier. Alors Delphine, c'est quelque chose de totalement différent. Elle n'avait pas de compétences particulières en domaine de la cyberdéfense. Elle était directrice générale d'un grand cabinet d'avocats, mais elle a vécu de plein fouet, elle a vécu de l'intérieur ce désarroi face à un des événements informatiques, WannaCry à l'époque, qui avait perturbé grandement le fonctionnement de son cabinet. Donc c'est tout ce qu'elle va raconter dans son ouvrage Cyberattaque, et elle va peut-être témoigner, apporter sa vision à partir d'une approche beaucoup plus interne à l'organisation, beaucoup plus humaine. Donc comme vous voyez, deux regards croisés totalement complémentaires. J'ai été assez long, je vais laisser la place maintenant à nos invités en les confiant à Yasmine et Charlotte, et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour Delphine Chevalier, bonjour Guy-Philippe Goldstein, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour le second épisode de Let's Cyber Talk. Alors je vous propose dans un premier temps de vous présenter. Alors Guy-Philippe, je vous laisse la main. Alors bonjour, enchanté et ravi d'être là.
Je suis enseignant à l'école de guerre économique, également advisor pour PwC, aussi contributeur pour l'INSS, Institute for National Security Studies à Tel Aviv, et puis auteur de fiction, de romans, dont un Babel Minute Zéro, qui essaie de réfléchir un petit peu à ces problèmes de cybersécurité. Delphine. Alors bonjour, donc Delphine Chevalier. Aujourd'hui, je suis dirigeante d'un cabinet de conseil et de formation spécialisé en cybersécurité. J'ai un parcours de plus de 20 ans dans des grandes organisations françaises et internationales. Et ma particularité, ce qui m'a amenée à la cyber, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les ressources humaines, donc ça peut paraître un petit peu étrange de trouver quelqu'un qui a un parcours RH qui travaille dans la cyber, c'est que j'ai travaillé dans une entreprise qui a été victime de l'attaque NotPetya en 2017. Et donc j'ai aussi des activités d'édition, donc avec des livres comme Guy Philippe. Alors il y a effectivement un livre que j'ai écrit sous nom de plume qui raconte justement l'attaque NotPetya vécue de l'intérieur par des utilisateurs. Et j'ai aussi avec mon cabinet de conseil qui s'appelle Talia Neomédia des activités d'édition pour rendre le sujet accessible. Donc il y a un livre, Les crises accélérateurs de la cybermalveillance, qui est un collectif européen. On a édité donc ce livre pendant le premier confinement. Et puis un magazine Cadenas qui s'adresse vraiment aux managers et aux dirigeants d'entreprise pour parler différemment de cybersécurité et les engager sur le sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de la cyberdéfense, la grande déstabilisation. Alors on sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus connecté, où l'OT et l'IoT ont une place de plus en plus importante. Au milieu, il y a des enjeux de cyberdéfense, de cybersécurité, où on est dans un monde où on ne peut plus, où on ne doit plus penser que seulement numérique, enfin que seulement physique, mais aussi numérique. Comment appréhendez-vous ce nouveau champ de bataille ? Alors, il y aura 3 points, en tout cas de mon point de vue, et je vais reprendre le dernier point évoqué sur la question du champ de bataille. Il est où ce champ de bataille? Si on parle de conflictualité, est-ce que c'est de vastes plaines où vont s'opposer de grandes armées? Est-ce que c'est le fond des océans, entre guillemets, ou des mers où vont s'opposer des marines? Non. Ce champ de bataille aujourd'hui de cette nouvelle conflictualité, c'est des entreprises ou des administrations, parce que ce sont elles qui gèrent ce qu'on appelle des infrastructures critiques, ou d'ailleurs moins perçues comme critiques, mais qui peuvent avoir tout autant leur importance. Et ça, c'est un point très intéressant qu'il faut souligner, parce qu'il implique des gens à tous les niveaux de l'entreprise, qui deviennent de facto, sans vraiment le vouloir, mais des acteurs de la sécurité nationale. Le deuxième point, à savoir quel est l'effet majeur de ce nouveau type de conflictualité, si on pouvait parler de cette façon-là. Ce qu'il faut constater aujourd'hui, malgré des choses qui ont pu être écrites dans certains romans, c'est qu'on est plus du domaine de l'espionnage, de la subversion, d'un sabotage qui pourrait être stratégique, mais où il y a un effet psychologique qui est important, et d'un sabotage d'ailleurs qui ne marche, entre guillemets, pas tout le temps de la manière par laquelle l'assaillant voudrait qu'elle fonctionne. Il y a quelques exemples en tête. Les attaques russes contre l'Ukraine, les distributions d'électricité en 2015, en 2016, ou peut-être contre des installations pétrochimiques en Arabie Saoudite, l'attaque Triton en 2017, ne sont pas apparemment des attaques qui ont fonctionné comme peut-être les assaillants auraient espéré qu'elles fonctionnent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue opérationnel, l'utilisation de ces cyberarmes ne donne pas nécessairement, de manière garantie, l'effet que l'assaillant voudrait obtenir. Ça veut dire quoi? C'est qu'à date, eh bien, on est un peu dans un élément infra, donc la subversion, l'effet psychologique, des éléments de sabotage et bien sûr l'espionnage. Troisième et dernier point, une autre dimension, c'est que en fait, cet environnement et ce type de conflictualité évolue tout le temps. Il a été évoqué les questions de IoT, d'objets connectés. Il y a derrière une énorme révolution qui va s'engager dans les années 2020-2030, qui est la révolution de la robotisation. Et là, les éléments que je viens d'évoquer sur les questions d'effets majeurs, qui ont été repris par des chercheurs comme Thomas Reid, par exemple, qui disait la cyberguerre n'aura pas lieu, eh bien, je ne sais pas si dans la décennie, à la fin de cette décennie et à la décennie prochaine, parce qu'il sera beaucoup plus facile d'avoir des effets cyberphysiques qui peuvent effectivement commencer à vraiment casser facilement et potentiellement même tuer des personnes, si au contraire, on ne va pas débouler sur des choses différentes en termes d'importance, de magnitude de ce type de conflictualité. Comme quoi, par exemple? Eh bien, tout simplement, tuer des gens de façon beaucoup plus massive. Vous prenez, par exemple, des voitures, entre guillemets,
driverless et qui vont appartenir à des flottes et qui seront moins possédés mais loués. On peut imaginer des éléments de sabotage où c'est pas une voiture qui tout d'un coup tourne à gauche alors qu'elle voulait tourner à droite et en même temps elle accélère, mais des milliers de voitures. Et alors là, on peut imaginer un effet important parce qu'on peut avoir plusieurs milliers potentiellement de personnes qui vont être blessées et qui vont mourir. Bon, c'est un exemple. Quand on pose la question à tous les chercheurs et les développeurs de ce qu'on appelle la Smart Cities, il y a, dans certains surveys, il y a plus de 80% des répondants qui vont dire oui, on pense que les effets de sabotage, de manipulation d'une Smart City de demain, alors, vous allez voir quand est-ce que ce demain aura lieu, mais mettons dans 10-15 ans, pourraient être potentiellement catastrophiques. Donc là, on commence à obtenir ces effets qu'on avait vus en germe avec l'attaque Stuxnet entre 2007 et 2010 contre l'usine d'enrichissement de l'uranium de Natanz en Iran, qui était une très belle réussite technique, que ce type d'attaque n'a pas nécessairement été capable d'être reproduit, comme je l'évoquais, au cours des années 2010. Mais donc, il est possible qu'avec la diffusion de ces objets connectés qui peuvent se déplacer, donc qui peuvent avoir un effet cinétique, et donc qu'on pourrait avoir un effet cyberphysique beaucoup plus important dans le courant de la décennie 2020, très certainement dans la décennie 2030, qu'on puisse avoir de façon facilitée cette capacité donc à casser, à faire des dommages physiques et surtout à tuer ou mettre en danger la vie des personnes. Et là, on va passer à une échelle différente. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs, je me rappelle très bien, comme Bruce Schneier, un grand chercheur aujourd'hui à Harvard, qui l'évoque en disant ça va trop vite, peut-être qu'il faut un slow web. Alors je ne sais pas si c'est la bonne approche, mais il est clair qu'il y a cette prise de conscience qu'on va aller dans une accélération cyberphysique qui va rendre ces effets physiques et donc politiques beaucoup plus importants dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Nous allons donc rentrer finalement dans une phase où le plus grand impact d'une cyberattaque va devenir un impact humain, directement. C'est très possible. Il est déjà, d'un point de vue psychologique... Là, d'un point de vue physique, vraiment, on va toucher en fait à l'intégrité, au danger humain. Oui, et ça, c'est à nouveau, à côté de ça, la grande révolution de la robotisation dont on ne parle pas assez. Parce qu'aujourd'hui, on a des robots industriels qui sont à 10 000 ou 20 000 unités la pièce, mais dans le courant des années 2020, comme on a vu dans le reste de l'informatique, ça va baisser. On sera à $5 000 l'unité, puis on finira peut-être au début des années 2030 pour des robots entre guillemets de qualité industrielle à moins de $1 000 l'unité. C'est-à-dire qu'on va être dans un environnement totalement robotisé en même temps qu'on aura des objets connectés, des capteurs partout. Alors c'est déjà en grande partie le cas puisqu'on se déplace tous avec un mouchard qui est notre smartphone. Et puis donc l'importance aussi de la donnée là-dedans. L'importance de la donnée, l'importance de comprendre l'utilisation de la donnée, des nouveaux modes de calcul qui permettent d'exploiter cette donnée, de l'algorithmie, du talent qui permet de comprendre quels algorithmes, pour quelles données, pour quelle exploitation, tout cet ensemble-là. Le cyberespace, c'est effectivement la donnée, mais c'est des algorithmes, c'est du calcul, et puis surtout, en tout cas c'est un point de vue, c'est surtout du talent humain. Alors, comme vous le disiez lors de votre présentation, vous êtes auteur et notamment du roman Babel Minute Zéro qui a reçu et qui a été très acclamé auprès des classes politiques et militaires israéliennes. Israël qui, comme on peut le rappeler, s'est érigé au niveau mondial comme un leader en matière de cyberdéfense. Et donc, comment vous pouvez expliquer cet engouement? Est-ce que vous avez eu des échanges avec cette classe politique et militaire israélienne? Alors, le roman, il a été publié en 2007 en France. Il a aussi été un petit peu lu par certains chercheurs au MIT à la fin des années 2000. À un moment donné, on essayait de comprendre un petit peu quelles étaient les implications diplomatiques de cette nouvelle classe d'armement, entre guillemets. Et puis effectivement, en Israël, beaucoup jusqu'au niveau du Premier ministre Netanyahou, qui en a parlé dans certaines conférences à la fin de la décennie 2010, comme étant un des éléments qui lui avait permis de comprendre. Enfin, c'est une goutte d'eau, et puis à côté de ça, il y avait des travaux sérieux qui étaient menés par des gens comme Yitzhak Ben Israël, au début des années 2010, pour essayer de comprendre, effectivement, le cyber, ok, c'est important, mais à quel niveau d'importance lui donner. Bon. Et je pense que le roman a dû intéresser tant aux États-Unis qu'en Israël, et peut-être d'ailleurs un petit peu en France, parce que, d'une part, il offrait un des premiers scénarios, on va dire, stratégiques, très général, d'escalade. Donc, il vaut ce qu'il vaut, mais ça donnait un cadre de lecture. Et puis, à côté de ça, c'est ce que j'ai compris de certains échanges, il mettait le doigt sur 2-3 questions intéressantes, en tout cas qu'il l'était à l'époque, à savoir le point de la désignation de l'adversaire, attribution, qui est vraiment derrière l'assaillant,
mais également la question des lignes rouges. À partir de quand c'est grave, à partir de quand c'est très très grave et ça mérite une réponse plus forte. Et puis peut-être aussi une question de manipulation générale derrière l'usage de ce type d'armement. Puis le dernier point, c'est qu'il a plu parce qu'il offrait un scénario, un élément narratif qui pouvait être communiqué après à d'autres personnes à l'intérieur des cercles entre guillemets de décision et un peu au-delà dans les écoles, et ça s'est vu je crois en Israël et également en France, d'offrir une vision stratégique et puis aussi peut-être, j'espère en tout cas, un espace d'imagination dans lequel on se dit tiens il y a un scénario mais peut-être que moi je peux rajouter de nouvelles idées et puis peut-être aussi que je peux penser ces questions-là non pas d'un point de vue strictement analytique mais également imaginatif, ce qui est fondamental dans le cadre d'un type de conflit pour lesquels, entre guillemets, il n'y a pas encore beaucoup de données. Et donc, il faut être capable de se projeter et peut-être même d'inventer certains scénarios, quitte à ce que 99% des scénarios soient faux. Mais la capacité à imaginer est très importante là. Et justement, cette capacité à imaginer-là, est-ce que ça a ouvert le champ à de nouveaux travaux d'innovation ? Je pense surtout que, d'une part, ça a permis de poser un cadre, ou plutôt un scénario dans lequel eh bien, certains chercheurs ou certains acteurs ont pu commencer à se dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe s'il y a des éléments d'escalade, prenons cet exemple-là, et quelles sont les lignes rouges, ce qui est très important du point de vue du décideur politique, savoir comment je vais interagir par rapport à ça. Et donc, c'est comme tous les scénarios d'imagination et de prospective, il ne faut pas les prendre du tout comme, tiens, voici la vérité dans 10-15 ans, non, mais plutôt comme des exercices dans lequel, d'une part, il faut être capable de se plonger pour développer soi-même ces capacités-là, et puis après, c'est mon espoir, qu'on en prenne l'exemple, et puis que de soi-même, on développe d'autres idées, et on entre dans ce type, entre guillemets, d'activité. Et d'ailleurs, je suis ravi de voir qu'en France, eh bien, ce type d'activité est en train de se développer. Il y a la Red Team des auteurs de fiction, qui est une petite équipe, qui a été désigné par l'Agence d'innovation et de défense, dans laquelle j'ai pris une toute petite part. Et je trouve que c'est important et que c'est bien que ce type de réflexion-là soit poussé à côté, évidemment, des aspects entre guillemets plus sérieux, plus analytiques, de se dire, OK, voilà, quelles sont les technologies qui peuvent arriver et puis quelles peuvent être après leur utilisation. Il faut garder cet esprit d'imagination très important à nouveau dans ce champ où, comme on l'a évoqué au démarrage, on est à une situation à la date T, mais peut-être que dans 5, 10, 15, 20 ans, on sera dans un environnement totalement différent. Il faut s'y préparer. D'accord. Très bien. Alors, on en parlait très rapidement. Donc, Israël, aujourd'hui, sur le marché international en matière de cyberdéfense, est très reconnu. Hein. C'est un leader mondial. Comment on peut expliquer ce parcours ? Comment expliquer qu'aujourd'hui, en fait, Israël soit perçu comme ça et se positionne comme ça dans l'univers ou l'écosystème de la cyberdéfense ? Pour moi, il y a 3 facteurs importants sur la cybersécurité en particulier. Le premier, c'est la prise de conscience au plus haut niveau de l'État qu'il s'agissait d'un sujet important. Cette prise de conscience s'est faite de façon relativement tôt et qu'il y a eu un vrai leadership, il faut le dire, du Premier ministre Netanyahou, et ça c'est ce que m'ont rapporté aussi d'autres contacts sur place, à savoir que vraiment il a pris possession de ce sujet-là. Moi je me rappelle en 2011, j'étais invité à cause de mon roman pour ce qui était à l'époque la première conférence sur la cyberguerre, c'était pas grand-chose, hein, c'était à Tel Aviv University, ça durait en gros une grosse matinée. Aujourd'hui, il y avait essentiellement des Israéliens et moi j'étais dignitaire international, alors c'est pour dire à quel point c'était petit. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, ça dure toute une semaine sur tout le campus de Tel Aviv University. Il y a les meilleurs représentants américains, européens, asiatiques qui sont là, etc. C'est énorme. Mais dès 2011, la personne qui a ouvert les débats, c'était le Premier ministre Netanyahou. Bon. Donc ça, c'est un point important quand même. À côté de ça, c'est le deuxième point, et une manière de mettre l'accent sur la gestion du talent. C'est ce qui fonde un écosystème. C'est pas des données, c'est pas des technologies, c'est pas des pépites, c'est pas des algorithmes. C'est d'abord faire vivre des talents qui vont développer leurs petites unités, qui va être bien financé par du capital, qui va leur permettre d'ouvrir les marchés qui comptent, et le premier marché, à savoir le marché américain. Et ça a été pensé, pas pour le cyber d'ailleurs, mais de manière générale pour le numérique, au début des années 90. Donc il y a quand même 2 couches. Il y a un développement assez mature du développement numérique en Israël, qui est lié au programme Yozma au début des années 90, et puis à d'autres initiatives, mais qui a fait qu'on a compris
qu'il fallait faire vivre le talent et qu'il fallait un écosystème de fonds venture cap avec du smart money, et j'insiste beaucoup sur l'aspect smart dans smart money, c'est-à-dire des investissements qui sont portés par des gens qui ont un track record de monter des petites unités et d'en faire des grosses, parce que c'est pas évident, et c'est pas des fonctionnaires qui sont capables de le faire, parce que les Israéliens ont fini par comprendre au début des années 90, après avoir fait beaucoup d'erreurs dans les années 80. Et donc, comme il n'y avait pas de track record en Israël, eh ben, on a fait appel à ceux qui avaient eu track record, à savoir les Américains, puis aussi quelques Européens. Bon, voilà. Et donc, faire vivre un écosystème où il y a de l'argent qui s'investit pour faire vivre des petites équipes, des startups qui, dans 50, 60, 70, 90% des cas, échouent. C'est pas grave, on continue à mettre au pot, il va finir par y avoir quelque chose qui va émerger. Et donc là-dessus, à partir de 2011, il y a une structuration un peu plus forte qui va venir justement de la task force de Yitzhak Ben Israël, qui était une task force commandée par le Premier ministre, pour accompagner ça. Mais il y a bien un focus sur le talent, et dans ce focus sur le talent, la capacité à mettre ensemble les universités, l'armée, où se passe aussi de la recherche-développement de pointe, et puis donc des fonds d'investissement pour faire vivre des startups. Et j'insiste sur l'aspect de startup, qui est une stratégie industrielle, qui est un choix de facto de petits pays comme Israël ou l'Estonie qui n'ont pas de grands groupes, mais qui est le bon choix lorsqu'on est dans des environnements d'innovation, de rupture. Et le numérique de manière générale, et encore plus la cyber, où on est dans les aspects, entre guillemets, de sécurité, où il faut être capable de déstabiliser l'adversaire, sont par nature des environnements d'innovation de très haute rupture. Alors aujourd'hui, Guy Philippe, il y a plusieurs initiatives en France qui sont dans ce sens-là. On a donc le pôle d'excellence cyber aussi, pour lequel nous sommes ici aujourd'hui réunis. Il y a aussi le campus cyber, qui est aussi une belle initiative. Et puis il y a ces fameux 1 milliard qui ont été mis sur la table par le président de la République. Est-ce qu'on peut parler d'un essor de cyberdéfense et de cybersécurité à la française? Alors, je dirais que pour parler du programme qui a été annoncé d'1 milliard, dans lequel on inscrit cet endroit totem qui est le campus cyber, il y a à la fois un signal qui est très intéressant, mais il y a aussi des choses qu'il faut continuer à développer et qui ne sont pas encore là. Quand je compare en particulier à nouveau à l'écosystème israélien ou même d'une certaine façon à l'écosystème estonien. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'on a une volonté qui est affichée par le président, la tête de l'exécutif. Bon, et là, je fais référence à ce que j'ai vu en Israël où voilà, la tête de l'exécutif s'empare du sujet. J'espère que cette annonce portée par le président va continuer à la porter. J'espère que lorsqu'il y aura les réunions, les conférences du FIC, des assises, etc., on verra le président intervenir sur ce sujet qui est absolument stratégique pour un pays comme la France, si la France veut continuer à être une grande puissance, en tout cas une puissance qui compte. Bon. Ensuite, sur les moyens. Sur les 1 milliard, il y a des choses très bien en termes, et qu'il faut faire en termes d'augmentation de la prise de conscience, d'éducation pour des publics larges. La formation, c'est très bien. Sur ce qui va être l'investissement privé, les fonds propres, entre guillemets, je crois qu'il y a 200 millions sur 5 ans qui sont alloués. Bon. Il faut regarder les masses qui sont aujourd'hui en jeu. 200 millions sur 5 ans, 40 millions par an. Aujourd'hui en France, on est à peu près à autour de 150 millions d'euros d'investissement sur notre écosystème cyber. Alors, je vais prendre l'exemple israélien. Je sais, c'est un petit peu exagéré, mais tant pis, parce que Israël était au même niveau il y a 10 ans. Bon. Aujourd'hui, Israël, c'est 3 milliards de dollars investis dans l'écosystème cyber en 2020. Pas sur 5 ans, en 2020. Donc, ça, c'est pour mettre en regard les sommes, les 150 millions ou même les 40 millions. Mais je dirais même, est-ce que c'est à l'État d'investir? Est-ce que c'est à la puissance publique de mettre de l'argent? Les Israéliens ont essayé de le faire dans les années 80 et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on est dans cet environnement cyber, dans un espace qui est très profondément dual, qui est celui aussi de la sécurité civile, et qui est un endroit où, en fait, on s'attaque aujourd'hui au ventre mou, à savoir les entreprises, qui est un endroit où il faut un espace privé. Bon.
Et là, on a des défaillances françaises, mais en réalité européennes de manière générale, sur l'industrie du logiciel. Il faut le dire, les entreprises n'achètent pas assez et on ne fait pas assez d'innovation. Je me reporte au marché premier qui tire tout ça, ça reste un marché américain, parce que c'est là où il y a les capitaux pour l'innovation, mais c'est là aussi où il y a les premiers acheteurs de logiciels. Et donc, la raison pour laquelle l'écosystème a fonctionné en Israël, c'est justement d'aller sur le marché américain. Et le problème pour le campus cyber, c'est que quand je regarde les acteurs, donc, il y a des acteurs évidemment très respectables et très importants, il n'y a pas assez de fonds privés, il n'y a pas assez de fonds venture cap, et en particulier il n'y a pas de fonds venture cap étrangers ou américains. Alors je sais que ça, c'est radioactif quand je le dis, mais c'est une question stratégique qu'il faut poser sur la table. Parce que derrière, il y a cette réflexion de comment on fait de l'influence dans un espace cyber qui n'a rien à voir avec l'espace, on va dire, de la dissuasion nucléaire des années très gaullistes des années 60-70, okay, qui est un espace très profondément d'interdépendance. On ne peut pas faire d'influence si on ne comprend pas qu'on est de facto dans un jeu d'interdépendance. Interdépendance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on accepte qu'il y a des gens qui viennent chez nous, en même temps qu'on accepte qu'on va aller chez eux. Et si j'étais très provoque, je dirais que ça se voit partout, y compris par exemple dans le renseignement. Moi, je ne connais pas d'agence de renseignement où on laisse ses espions dans le pays. On ne va pas les envoyer à l'étranger. Bon, ça c'est une activité très particulière, le renseignement. De la même façon, dans ces jeux du numérique et ces jeux du cyber, qui sont des jeux d'interdépendance, si on n'est pas capable d'aller sur le marché américain de façon offensive, on n'existera pas. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait même favoriser nos petites pépites, les startups que nous avons, ou nos talents, à aller, ou nos cerveaux, à aller vers les États-Unis? Il faut favoriser nos entreprises à aller et à s'intégrer sur le marché porteur, qui est le marché américain, qui est celui qui tire tout. Par contre, ça c'est un point clé, il faut que notre écosystème, c'est-à-dire nos talents, et en particulier nos ingénieurs, eux, restent en France. Ça, c'est important. Mais c'est ce qui se passe en Israël. C'est difficile quand même à faire. Non, c'est ce qui se passe en Israël. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se produit, hein, je me permets. Aujourd'hui, les startups partent parce qu'elles n'ont pas un environnement favorable pour se développer. Donc, du coup, on n'est pas dans la même approche. Hein. Donc, si je comprends ce que vous êtes en train de dire, il faudrait qu'aujourd'hui, le gouvernement français mette en place un écosystème qui soit favorable au développement de nos startups, et notamment qu'elles puissent se développer aux États-Unis, plutôt que qu'elles partent en fait par manque d'opportunités françaises. Parce que c'est un petit peu la problématique aujourd'hui lorsqu'on parle de l'auto-entrepreneuriat et des startups en France. Oui. Hein. Je reprends par exemple l'exemple, vous disiez tout à l'heure notamment qu'Israël aujourd'hui fait partie des leaders mondiaux en termes de cyberdéfense, et l'un des volets c'est justement l'écosystème favorable au développement en fait de ces startups, chose qui aujourd'hui est manquante en France et pour laquelle nous sommes en train de perdre. C'est pour ça qu'on est dans le terme de perdre ces startups plus que de faire des jeux d'influence, parce qu'aujourd'hui elles ne partent pas parce que la France leur a permis de se développer ailleurs, elles partent parce que la France quelque part n'a pas pu en fait leur donner les moyens de réaliser un petit peu leurs objectifs. Hein. Mais elle ne peut pas, la France, et ni même Israël d'ailleurs. Et ce n'est pas perdre, c'est au contraire gagner. C'est ça, il faut bien comprendre que dans ce jeu d'interdépendance, en réalité, ça n'a rien à voir avec cette manière un peu française de se dire on va constituer nos champions nationaux et puis on va rester dans l'espace national et puis peut-être même qu'on va faire une souveraineté européenne alors qu'on n'a pas plus une industrie de logiciels européenne qu'on en a une française. Hein. Si vous regardez les classements, entre guillemets, je prends les 50 premières entreprises au monde, okay, les plus grandes entreprises au monde aujourd'hui sont des entreprises du numérique, les GAFA, etc. Mais on n'en a pas parmi les 50 premières qui sont des entreprises européennes du logiciel. Le plus grand qu'on ait, c'est SAP, et ne fait pas partie aujourd'hui des 50 premières entreprises au monde. Donc, il faut être réaliste par rapport à la situation. Bon. Et ce qu'on voit en Israël, c'est qu'il y a une logique économique profonde que comprennent les investisseurs étrangers, y compris les investisseurs américains. À savoir, il y a un écosystème local. Un écosystème local, c'est quoi? C'est des ingénieurs qui appartiennent à différents projets, mais qui sont connus parce qu'ils ont travaillé dans l'armée, etc. Et nous avons ça aussi, nous, en France. Et qui vont dialoguer, discuter ensemble, en même temps qu'ils poursuivent leurs projets différents. Et c'est ce dialogue, ce fait qu'ils échangent entre eux, et qui sont financés, évidemment, pour rester vivres sur place, et qui, donc, après, vont irriguer les universités, les échanges avec d'autres copains militaires, etc. C'est ça qui est fondamental.
Et un investisseur américain qui va racheter une boîte, il va peut-être prendre les aspects marketing, il va dire, bon, vous ne savez pas le faire, le marketing aux États-Unis, ça va être fait sur place. Ou alors vous allez venir à New York, vous allez venir à la Silicon Valley. Et par contre, il n'y a personne qui va détricoter le logiciel qui a été fait sur place. Le logiciel, c'est du travail d'artisan. Hein, et c'est quelque chose qui se réévalue tout le temps, qui est en maintenance permanente et qui est en transformation profonde tous les 18-24 mois. Bon, il n'y a aucune logique économique. Est-ce qu'une boîte américaine qui achète, mettons, une boîte israélienne, va tout d'un coup dire, bon ben voilà, tous les logiciels qu'on a développés à Tel Aviv, on va les refaire faire à la Silicon Valley. D'une part, ça va coûter 3 fois plus cher, et d'autre part, on va perdre en temps, et on va perdre en qualité, et donc on va perdre le marché. Donc il n'y a aucune logique économique pour, en fait, détricoter l'écosystème israélien, et de la même façon, il n'y a aucune logique économique à le faire de manière équivalente en France. Je donne un exemple de ça. Il y a Virus Total, qui était une boîte espagnole, qui a été achetée par Google au début des années 2010. Aujourd'hui, Google a investi 650 millions de dollars pour le développement de la recherche-développement dans la cyber à Malaga en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu cet achat initial de Virus Total. Et parce que les équipes de fondateurs sont restées un peu sur place et ont dit développer l'écosystème local des gens que je connais. Et cet exemple-là de ce que l'on voit en Espagne, on le voit constamment en Israël. En Israël, il y a la recherche-développement, c'est 5% du PNB. C'est gigantesque. C'est le plus haut de l'OCDE, au-dessus de la Corée du Sud. Et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que sur ces 5%, les 4/5e, c'est des investissements qui viennent de l'étranger. Et c'est là où il y a un jeu d'interdépendance qui est brillant, un espèce de jeu de judo. Parce qu'en réalité, vous avez des investisseurs qui viennent mettre de l'argent dans la chose de plus haute valeur ajoutée, à savoir la matière grise, et donc le talent, et qui finissent par être dépendants de ces centres de recherche en Israël ou de ces startups israéliennes. Et donc là, on a une inversion extraordinaire, qu'ont compris de façon consciente ou inconsciente, je ne sais pas, les Israéliens. Mais c'est une réalité. Et nous aussi, en France, on a du talent. Mais on n'a pas de logiciel, on ne met pas ça en avant les startups, parce qu'on a une économie qui est trop fondée sur les grands groupes, de facto. Et d'autre part, on a encore très peur du grand large. Je pense que ça répond un tout petit peu à ce que vous énonciez dans une de vos précédentes vidéos, à ce concept de défense collective. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un tout petit peu plus? Parce que je pense que c'est juste une partie de la réponse de ce que vous venez de dire. Oui, alors ça c'est plus général, et sur les questions cyber, oui. Mais aujourd'hui on est dans une bataille d'écosystèmes. On a l'écosystème des méchants, qui est très structuré, avec une chaîne de valeur très spécialisée, très diversifiée, et de l'argent, beaucoup d'argent qui se déverse là-dedans. Et puis à côté de ça, on a l'écosystème des gentils. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde le point en termes d'hommes, et en termes d'ailleurs de chiffre d'affaires, je ne sais pas aujourd'hui lequel de ces écosystèmes pèse le plus. Bon. Mais on a aussi donc par rapport à côté de ce darknet, on a cet écosystème de moi ce que j'appelle le whitenet, bon. Voilà. Où on a entre guillemets les gentils qui essayent de coopérer ensemble. Alors on a d'une part une coopération entre les différentes agences de renseignement, en cercle concentrique de confiance, plus ou moins fort. Je pense que les Français ont leur place dans cet échange-là. Et puis à côté de ça, on a donc un échange déjà entre différents groupes privés, des groupes universitaires, voire même des hackers plus ou moins reconvertis qu'on essaie de faire venir dans les bug bounty, etc. Pour faire quoi? Pour faire vivre l'information dans ces questions donc de réseaux d'information qui sont fondamentales. En fait, on a vraiment un réseau noir contre un réseau blanc. Et il faut penser en réseau. Donc, on est bien dans ces questions d'interdépendance, parce que c'est ça un réseau. Et on est bien dans cette lutte où il faut que cette défense collective s'organise et il faut qu'on cycle l'information de manière plus large et plus importante que nous, les gentils, plutôt que les méchants. Et derrière ça, il y a bien... Ça, c'est assez... Enfin, j'aime bien ce que vous dites, parce que vous dites les gentils et les méchants, comme si on vivait dans un monde binaire, c'est-à-dire noir ou blanc. Est-ce qu'on peut le voir vraiment comme ça, en fait? Est-ce que les méchants ne sont pas forcément les gentils à un moment, et les gentils forcément les méchants à un moment? Bon, alors, c'est vrai que peut-être que je trahis certaines couleurs politiques, dans le sens où... Mais
on va dire que je prends un petit peu le camp de ce qu'on pourrait appeler les puissances statu quo, c'est-à-dire les grands pays occidentaux, mais également ce qu'on pourrait appeler le camp des démocraties libérales, pour être très franc. Mais il y a une logique derrière aussi, qui est même le développement à terme de cet espace de réseau. Parce que ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, comme je le disais, une des grandes compréhensions conscientes, inconscientes des Israéliens, comme d'ailleurs des Estoniens, c'est qu'on est bien dans entre une défense en réseau où il faut agir en réseau. Hein, et donc aller au plus grand hub, dont le hub américain. Et donc être capable de se projeter, aller au grand large, j'espère que ça parlera aux Bretons qui nous écoutent, et donc aller à la conquête dans un réseau qui est un jeu d'interdépendance. Et la question qui est clé derrière ça, donc dans ces questions de réseau, c'est d'être, comme on l'a dit, de faire cycler l'information. Et oui, des bons, des méchants, il y a une vraie logique qui est celle de Karl Popper, qui est celle de Open Society, qui est celle que recoupe la logique de nos démocraties libérales, qui est celle où on pose un cadre d'état de droit qui va permettre la coopération la plus large, et qui va permettre aussi de facto le développement le plus important de ce réseau-là. Et oui, il y a des acteurs qui vont essayer d'être en contestation de ce modèle-là. Alors, pour être très clair, hein, aujourd'hui, on peut évoquer des pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, qui sont en contestation de ce modèle-là. Et j'aimerais dire qu'il y a une forme, oui, de nouvelle guerre froide, qui n'est pas son nom, mais qui est en train, de facto, d'émerger entre, d'une part, la Chine et son allié, qui est la Russie, et puis d'autre part, la sphère indo-pacifique, où nous, Européens, nous avons, et c'est tant mieux d'ailleurs, des enjeux très importants, et en particulier la France d'ailleurs. Et derrière ça, donc, une forme de conflictualité qui sera nouvelle, qui ne ressemblera pas forcément à la guerre froide, mais où le cyber va jouer un rôle très important, où la compétition technologique va jouer un rôle très important, et où peut-être, il faut l'espérer, la résolution, on va dire, de la conflictualité va se faire lorsque peut-être des acteurs comme la Chine vont se rendre compte qu'en réalité, ils ont plus à gagner à rejoindre le white net qu'à s'en séparer. Alors, je me permets, vous dites, bon, c'est une conflictualité qui est différente, moi, de ce que je comprends, de ce que vous dites, elle est plutôt semblable à celle de la guerre froide. La seule différence, c'est qu'on change d'espace et qu'on rentre dans l'espace numérique et qu'on est dans une guerre qui est une cyber-guerre. Mais sur les acteurs et sur la manière dont, un petit peu vous disiez, les méchants, les gentils, et puis dans la façon dont ça se divise, on retrouve quand même quelque chose de très similaire et de très semblable à la guerre froide. Ben, c'est vrai, il y a des points de comparaison qui sont très évidents, à savoir, on est toujours dans le bloc des démocraties libérales, du développement de l'économie marchande et de l'établissement de l'état de droit versus des puissances qui le contestent, qui contestent l'état de droit, ce qui est très clair en Chine, voire même, il faut le dire aussi, qui remettent très souvent en cause le respect de la propriété privée, qu'on soit en Chine ou qu'on soit en Russie. Même quand la Russie n'est pas communiste, on n'est pas sûr d'avoir toujours la possibilité de jouir de ses biens si on n'est pas en accord avec les autorités les plus élevées du pays. Donc ça, c'est une réalité. Et oui, mais on pourrait même tirer des parallèles encore plus lointains entre les traditions entre guillemets, d'empires constitués et d'états de droit émergents versus des entités où c'était moins fort. Bon. Il faudrait peut-être qu'on ne pas sur la partie guichet. J'avais juste une dernière question. Ça peut être coupé, ça aussi. Oui. Après, on pourra justement basculer là-dessus. J'avais juste une dernière question. Vous parlez de jeu d'influence. Vous parlez de jeu de pouvoir. Mais qui tire toutes les ficelles derrière tout ça? Alors, aujourd'hui... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs, en fait. Enfin, tout ce que vous décrivez, là, vous parlez d'État, vous parlez d'université, vous parlez de services de renseignement, vous parlez de beaucoup de choses, mais qui tire les ficelles de tout ça, in fine? Qui se dit, bah, tiens, il y a un tel objectif, et il faut l'atteindre? Alors aujourd'hui, on est dans un jeu diffus, mais je vais prendre un exemple de la manière dont ce jeu-là est joué. La cybercriminalité, ça a été évoqué, un spectre large d'acteurs divers, un écosystème cybercriminel extrêmement sophistiqué, etc., avec une chaîne de valeur d'ailleurs très très spécialisée.
Mais derrière ça, on peut se poser la question, parce qu'à la fin, il y a toujours des hommes qui sont derrière ces outils, ces organisations, ces cartels, etc. Où sont hébergés les hommes? Et est-ce qu'ils obtiennent un soutien, un support tacite des États qui les hébergent? Et si c'est le cas, pour quelles raisons? Et ce qu'on voit émerger aussi, on évoquait au démarrage de notre conversation cette manière dont aujourd'hui cette conflictualité entre guillemets est jouée, c'est qu'on est là avec des attaques cyber, ce qu'on voit par exemple des vastes campagnes de rançongiciel contre le tissu économique et social aux États-Unis, en Europe, et d'ailleurs très essentiellement sur ces deux zones-là. On peut se poser la question de ces gangs criminels, qui sont-ils, où sont-ils hébergés? Très souvent, c'est quand même, on va dire, à l'est de l'Europe de l'Est, bon, et en Russie, pour ne pas le nommer. Et est-ce qu'il n'y a pas là, en fait, une tactique qui verrait à nous habituer à une forme de dégradation, de subversion continue, qui devient une espèce de fond sonore contre lequel on ne réagit plus, et qui pourrait d'ailleurs être amplifié, joué à des moments de crise. Il est possible que dans les semaines qui viennent, il y ait une crise importante entre l'Ukraine et la Russie. On pourrait très bien imaginer qu'à ce moment-là, eh bien, cette vague, cette campagne de rançongiciel à laquelle on a fini, entre guillemets, par s'habituer, parce que, in fine, il y a très très peu, finalement, d'acteurs cybercriminels qui sont récupérés, et puis, on n'ose pas, je ne sais pas pourquoi, mais on n'ose pas frapper à la porte des pays qui hébergent ces cybercriminels, mais il est possible que tout d'un coup, eh bien, certaines puissances qui jouent avec ces groupes cybercriminels, entre guillemets, laissent s'amplifier le volume de façon à faire passer un message. N'aidez pas l'Ukraine parce que sinon, on risque de vous embêter encore plus. Et il faut faire très attention à ne pas entrer ou se laisser entraîner dans ces mouvements où on accepte de facto une subversion, une dégradation, un coup qui nous est imposé de l'extérieur. Bon, après, quand même, et là, Delphine pourra peut-être répondre à ça aussi, c'est les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus touchées. Je veux dire, aux cyberattaques. C'est un fait, d'ailleurs, c'est ce que vous écriviez, on va dire à juste titre. Comment on peut aujourd'hui penser la mobilisation des entreprises face à ces cyberattaques? Alors, c'est intéressant. Alors, je vais prendre un angle radicalement différent, puisque moi, je ne viens pas du tout de ce monde-là, en fait. Moi, je viens du monde de l'entreprise, je viens du monde du management. Et c'est vraiment passionnant parce que, justement, je pense que tout ce qui est expliqué par Guy Philippe explique bien pourquoi, dans les entreprises, c'est compliqué aujourd'hui d'appréhender le risque cyber. On n'est pas du tout dans les mêmes codes. Quand j'entends parler de défense, dans une entreprise, on ne se défend pas. Quand j'entends parler conflit, criminalité, encore quand je travaille dans une banque, et j'ai envie de dire, il y a encore très longtemps, quand il y avait des agences bancaires, il y en a encore quelques-unes, on peut dire qu'ok, c'était construit dans mon ADN, que je pouvais avoir quelqu'un qui un jour arrivait avec un gros bazooka dans mon agence pour me demander d'ouvrir le coffre. Donc on était préparé à ça dans une agence bancaire, sur le fait qu'on pouvait être attaqué, je dirais au propre comme au figuré, par quelqu'un de malveillant qui allait effectivement vous braquer votre coffre. Il faut savoir quand même qu'une majorité d'entreprises, c'est des codes qui n'existent pas. Dans une organisation, on travaille pour quoi? La préoccupation d'un chef d'entreprise, c'est d'abord quel est mon produit, quel est le service que je vends, est-ce que j'ai un marché pour ça, donc c'est quand même quand on se lève le matin, en tant que dirigeant, c'est la première préoccupation, c'est ça, c'est mon produit, mon service, et je parle de concurrence, comment je vais battre mes concurrents, donc il y a des éléments de bataille, mais d'ailleurs on est de plus en plus, c'est comment je me différencie de mes concurrents, pour être meilleur qu'eux. On n'est pas du tout dans le même champ de vocabulaire. L'autre préoccupation, c'est la rentabilité. Si je prends tout ce dont Guy Philippe parle en matière de géopolitique, alors je vais laisser de côté les très grandes organisations qui sont des OIV aussi, donc qui bien entendu, quand vous êtes dans un comité de direction, quand vous êtes un grand pétrolier, un grand distributeur d'eau, vous êtes sur un échiquier géopolitique et vous avez des angles de réflexion qui sont sur votre agenda comité de direction, qui sont sur des sujets très proches
donc, que Guy Philippe évoque, mais une majorité des entreprises ne pensaient pas à ça. Pensez pas à ça. Alors, il y a quand même, alors si, là, il y a un exemple récent, j'y pensais en vous écoutant, sur, par rapport à la Chine, où là, on a quand même, et c'est pour des raisons d'ailleurs, je pense éthiques, mais aussi un peu logistiques, on a un grand fabricant de vêtements qui a décidé d'arrêter sa production en Chine. On en a beaucoup parlé, donc immédiatement, les Chinois ont dit, bon, on ne s'achètera plus vos vêtements. Donc c'est un petit peu embêtant pour une organisation de se dire, je me coupe d'un marché, quand même de plus d'1 milliard d'habitants et je vais plus pouvoir aller vendre mes t-shirts et mes pantalons, c'est un peu embêtant. Mais on n'est pas du tout sur le même poche, on n'est pas sur un enjeu géopolitique de même ordre. Mais même en termes financiers, oui. Juste, même en termes financiers, on sait très bien que si on subit une cyberattaque, ça va nous coûter beaucoup plus cher, in fine, que si on avait fait de la prévention par rapport à ça au départ. Donc, alors, le monde cyber, alors, très intéressant aussi, puisque Guy Philippe en a parlé. Maintenant, on a 2 vies. On a la vie dans le monde réel, qu'on a toujours, et on le sait tous en plus, avec des risques concrets. On est en crise sanitaire quand même depuis plus d'1 an, donc le monde physique reste là, très présent avec ses risques. Mais on a toute la vie dans ce monde numérique, ce monde virtuel. Et pareil, dans les organisations, c'est un petit peu la grande découverte, j'ai envie de dire, et par un biais effectivement qui n'est pas très agréable, qui sont effectivement les actes de cybermalveillance contre vos systèmes, mais c'est une grande découverte, c'est que maintenant dans une entreprise, il n'y a pas que la vie de mes produits, donc qui sont, quand je suis effectivement dans du produit, je produis dans des usines très réelles, alors peut-être avec des robots, ok, enfin ça reste très physique. Quand on produit du service, on peut dire que c'est un petit peu moins concret. Quand on fait du conseil, quand on fait de la comptabilité, quand on fait ce genre de choses, on peut dire qu'on est déjà sur quelque chose qui est peut-être un petit peu moins concret. Mais bon, ça reste des choses qui ont une matérialité. Et donc ça, on a dans les organisations, historiquement, c'est très concret. Mais maintenant, on est en train de se rendre compte, et alors c'est ce qu'on appelle dans les organisations cette notion d'entreprise étendue, qui est facilitée par le monde numérique, que effectivement votre organisation elle a aussi une vie dans le monde numérique. Et alors la vie dans le monde numérique, c'est quoi? Alors c'est déjà des opérations que l'on fait au travers de machines, donc les ordinateurs et les smartphones. Maintenant, dans une majorité d'organisations, les factures, on les voit plus, les factures. Ça passe par des systèmes de validation. La facture au papier, alors, elle n'a pas complètement disparu, mais elle a quasiment disparu. Aujourd'hui, on se facture via des factures virtuelles, les PDF qui s'échangent dans des systèmes, qu'on signe même maintenant électroniquement. Donc vous avez toute une vie d'opération comme ça qui s'est virtualisée. Et l'autre aspect, c'est la data. Les data, les données, on a beaucoup parlé, puisque maintenant on échange avec ses clients, on échange avec ses fournisseurs, il y a de la data qui transpire un petit peu partout hors les murs de l'organisation. Et là, il y a toute une vie numérique de l'organisation qui est complètement nouvelle, on va dire qui s'est beaucoup accélérée ces derniers temps, encore plus avec la crise sanitaire et le télétravail. Mais là, en fait, ce qu'on découvre dans les organisations, c'est que effectivement, c'est pas un monde, c'est pas que c'est pas un monde de gentils. On se rend compte qu'il y a des choses qui sortent de l'entreprise. Alors, qui sortent de l'entreprise. Et la deuxième chose, on se rend compte c'est qu'il y a des gens qui peuvent accéder beaucoup plus facilement à vos données qu'avant. Avant, aller accéder à la facture qui était dans le bureau de la comptable, dans un classeur, il fallait que quelqu'un vous braque la porte, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher toutes vos factures clients. Et donc, au travers d'une facture client, on accède à votre modèle de business. Combien vous vendez, qu'est-ce que vous vendez, etc. C'est devenu très facile. Parce qu'aussi, il y a effectivement énormément de failles dans les outils numériques et dans les architectures des organisations, qui fait que c'est effectivement des thématiques qui sont radicalement nouvelles. Tant que ça se passe bien, j'ai envie de dire, dirigeant, il est toujours mon produit, mes services, il faut que je fasse mieux, différemment de mes concurrents, il faut que je gagne de l'argent pour pouvoir payer mes salariés, etc. Donc jusqu'au jour où effectivement, il y a quelque chose qui va vous arriver. Alors donc Delphine, vous le disiez, vous travaillez plutôt du côté managérial, vous parliez également du Covid et de la manière dont les entreprises ont changé leur méthodologie de travail, et notamment en travaillant à distance. Donc c'est quelque chose qui peut paraître simple et facilitateur pour les employés, pour autant ça augmente également la surface d'attaque. Et aujourd'hui, vous,
comme vous avez pu le voir, comment ces entreprises-là se mobilisent-elles, en tout cas pour faire face à cette nouvelle méthode de travail? Alors, il y a clairement donc plusieurs catégories. Il y a c'est vrai, la catégorie d'entreprises qui étaient prêtes, soit j'ai envie de dire par nature, voilà, des organisations qui par nature, des affaires qu'elles traitent, étaient déjà bien sécurisées et avaient déjà aussi préparé, voire avaient déjà du personnel qui travaillait régulièrement avec ce mode de fonctionnement distant. Et puis, il y a eu quand même la grande majorité des organisations qui ne sont pas forcément d'une culture de sécurité, je dirais, inhérente, parce que voilà, quand on fait de l'emballage, quand je sais pas, on fabrique des verres de lunettes, c'est pas forcément, je veux dire, la notion de sécurité informatique n'est pas forcément construite dans votre ADN. Et en plus, le télétravail n'était pas dans les habitudes de travail de l'organisation. Donc là, on a eu effectivement une ouverture qui s'est faite avec les risques majeurs dont on a beaucoup parlé, qui étaient, alors déjà, il faut savoir, et c'est là où à chaque fois, quand même le numérique, on vient dans du réel, on commence par une problématique de matériel. Pour mettre vos équipes en télétravail, encore faut-il qu'elles aient un ordinateur portable, parce que quand même beaucoup d'organisations, vous avez encore ça existe encore, vous avez les tours, etc., les postes fixes. Moi, j'avais des équipes quand j'étais salariée d'une grande organisation, j'avais des équipes qui n'avaient pas de portable, qui n'avaient pas d'ailleurs non plus de téléphone portable professionnel. Je veux dire, ça existe, c'est pas un non-sens. Donc déjà, il y a la problématique de matériel. Donc la problématique de matériel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est effectivement, on a dit aux gens, écoute, prends ton ordinateur personnel. Encore faut-il en avoir un, mais bon, partir du principe que tout le monde a un ordinateur personnel. Au pire, je prends celui de mon gamin. Pas du tout sécurisé. Quelle horreur. Voilà, et on sait que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément d'organisations, qui sont dans toutes les phases qu'on a traversées en 2020 et encore maintenant en 2021, avec des formes d'aller-retour aussi entre le bureau et les situations de télétravail. En fait, il y a aussi des organisations qui se sont dit, mais finalement, alors les équipes IT, on est d'accord, ont été au front de tout ça. Donc, plus ou moins, parce que dans des organisations, vous n'avez pas tout le temps un RSSI. Et même un DSI, tout ce que veut dire techniquement, de construire dans votre architecture, des fois, c'est pas construit, donc c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire, donc il y a celles et ceux qui n'ont pas forcément vu grand-chose. Et là, effectivement, et moi je l'observe, des attaques sur les entreprises ou des problèmes liés à des actes de cybermalveillance, on en a plusieurs par semaine. Pas dire tous les jours, mais presque. Et en fait, là, ce qui est en train de se passer, parce que c'est ça qui est compliqué aussi pour une organisation, et surtout pour les utilisateurs finaux, c'est que ça reste en partie invisible. Jusqu'au jour où il va se passer quelque chose. Et les techniciens le savent, ce qui s'est passé dans cette période-là, c'est qu'il y a des choses qui sont installées sur les postes de travail. Alors qu'ils soient personnels ou professionnels, mais par le personnel, effectivement, moins sécurisé, on est arrivé à accéder à des données de l'entreprise qui étaient déportées sur des postes personnels, et de façon très concrète, c'est des noms de gens qui travaillent dans une organisation, c'est des adresses email, tout ça, ça a une valeur sur le dark web. L'utilisateur, j'ai envie de dire, final, donc moi je me mets dans cette catégorie-là. On ne maîtrise pas ça, je veux dire, on envoie son mail, on n'imagine même pas qu'une adresse email peut avoir une valeur. Quand on met une pièce jointe avec un bon de commande, une facture ou une proposition pour un client, on ne se rend pas forcément bien compte. Je dirais que ça a une valeur, ou que des personnes peuvent utiliser ça pour nuire à l'entreprise dans un second, voire dans un troisième temps. Puisque effectivement, un des grands, des grands principes des cyberattaques qu'il y a en ce moment, c'est effectivement on installe quelque chose, on espionne. Et ça, c'est aussi terrible pour un dirigeant manager de vous dire que vous avez quelque chose dans vos systèmes qui vous espionne. C'est violent, c'est très très violent de découvrir ça. Et puis effectivement, au bon moment, après avoir espionné, avoir collecté l'information qui était utile aux personnes cybermalveillantes, effectivement, je déclenche. Et donc je déclenche, alors on est d'accord, pareil, on vous a espionné au bon moment. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup des attaques qui se produisent en fin de semaine, par exemple, avant les jours fériés. On a espionné dans les équipes qui étaient en vacances, qui n'étaient pas en vacances, qui étaient en télétravail, qui étaient au bureau. On vous déclenche l'attaque juste au moment où ça va vous faire le coup. Et puis vous, Delphine, vous avez vécu une cyberattaque, qui d'ailleurs a été
un petit peu l'origine de votre livre. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, donc c'est l'attaque NotPetya de 2017, donc il y a beaucoup d'organisations qui ont, au niveau mondial, qui ont été victimes de cette attaque. Elle est aussi intéressante en termes de catégorie, on va dire, d'actes cybermalveillants, puisque, Guy Philippe, on a beaucoup parlé, on a beaucoup d'actes de guerre, on est sur de la géopolitique. Il faut savoir quand même qu'un grand nombre d'organisations qui ont été victimes de cette attaque ont été des victimes collatérales. Moi, l'organisation dans laquelle je travaillais n'avait rien à voir avec le conflit russo-ukrainien. Que ça existait, mais enfin franchement, c'était pas notre quotidien. Moi, quand j'arrivais à mon bureau, j'avais des équipes qui étaient basées, j'avais une responsabilité qui était mondiale, donc j'avais des équipes basées dans les différents pays. Donc on était sensible au conflit russo-ukrainien parce qu'on avait un bureau à Moscou, on avait un bureau à Kiev, et les équipes ne se parlaient plus depuis déjà un certain temps. Donc je veux dire, on savait quand on faisait les réunions, etc., que c'était compliqué pour nos collègues russes et nos collègues ukrainiens de se parler avec ce qui se passait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là dans une sphère qui n'a rien à voir avec vos affaires. Hein. Et donc, les organisations donc, qui ont été victimes, c'est en général parce que vous aviez un bureau en Ukraine, et effectivement, donc, le logiciel malveillant s'est téléchargé sur les réseaux, et les réseaux d'une organisation mondiale étant très interconnectés, je veux dire, tout le monde a été impacté. Donc, ce qui a été violent, il y a plusieurs choses qui sont violentes en tant que je veux dire, travailleur. Hein, et là, quel que soit son poste dans l'entreprise. Déjà, c'est la brutalité. Ça vous tombe dessus. En l'espace, mais c'est un quart de seconde, on vous dit il faut que tu éteignes ton ordinateur. Si vous êtes devant, vous l'éteignez. Si vous n'êtes pas devant, c'est quand vous vous remettez devant que vous allez éteindre. Et en fait, déjà, ce qui est très violent, c'est de se rendre compte, dans n'importe quelle organisation, moi, quand je fais mes formations, mes interventions avec des équipes, c'est une des premières questions que je leur pose. Est-ce que vous pouvez m'identifier dans votre organisation un poste de travail? Alors, quand je dis poste de travail, c'est de la notion RH, qui n'utilise pas l'outil informatique, qui n'a pas d'interaction avec donc un ordinateur ou un smartphone. Et ça n'existe pas. C'est très rare. Enfin, je veux dire, il y en a peut-être encore quelques-uns, mais souvent tout le monde se regarde en disant oui, qui encore dans notre organisation travaille sans une interaction avec une machine numérique? On est devenu très dépendant. Donc, quand la machine s'arrête, se pose cette question, qu'est-ce que je peux encore faire? Et là, vous vous prenez dans la figure de façon extrêmement violente un côté, mais nom de Dieu, est-ce que mon travail existe encore quand ma machine est arrêtée? Alors, on parlait de violence. Mais... Ah oui. On parlait de violence, mais il y a tout un impact psychologique derrière. Tout à fait. Comment les gens le vivent, ça? Alors, pas très bien. Alors, il y a la première phase qui est classique, observée, c'est la courbe de Dodge que je vais vous décrire, c'est vous êtes sidéré. Ouais. Alors, on est sidéré de plusieurs façons, parce qu'aussi, quand même, ce monde numérique s'est construit dans les organisations et même dans notre monde, même personnel, comme quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. C'est un monde magique où tout est possible, donc tout est génial. D'ailleurs, évidemment, c'est le marketing des vendeurs de technologie. Tout est merveilleux. Vous écoutez Le Monde vu par Jeff Bezos ou le patron d'Amazon qui vous décrit le futur, mais c'est merveilleux grâce à Amazon. Donc on est construit par ce marketing sur quelque chose qui est absolument génial et fabuleux, et surtout qui fonctionne tout le temps. Et là, brusquement, déjà, vous prenez à la figure que non, c'est pas vrai. Ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter de façon très brutale. Donc, ce que vous réalisez donc, très vite en termes de sidération, c'est effectivement votre dépendance. Il y a plein de choses que vous pouvez plus faire. Moi, très concrètement, quand j'ai arrêté mon ordinateur, je pouvais plus téléphoner. Parce que téléphoner, d'ailleurs, c'est marrant, parce que le mot existe en français, mais j'avais plus de téléphone sur mon bureau. Ça faisait longtemps que j'avais des équipes qui étaient passées. Delphine, ton téléphone, là, on peut te l'enlever. Je fais, ouais, il me sert plus à rien. J'avais mon casque, toutes les communications passent par mon PC. Bon, tu peux m'enlever mon téléphone. Ok. Premier truc très concret, je ne pouvais plus parler à personne. Alors, si smartphone, mais tout le monde n'a pas un smartphone professionnel, je parle dans une organisation. Donc, vous pouvez plus parler, vous pouvez plus échanger, communiquer, quand même quelque chose de base dans une organisation. On se parle, on échange, que ce soit entre collègues ou avec des clients, avec des fournisseurs. La deuxième chose, vous accédez plus à vos données.
Donc moi, très concrètement, j'avais un entretien de recrutement l'après-midi que je devais faire en plus en visioconférence. C'était un candidat qui n'était pas basé dans mon pays, etc. Le premier truc, c'est j'ai pas accès à son CV. Hein. Son CV, il est où? Alors, il est où? Autre grande question que vous découvrez à ce moment-là. Il est où le CV? Alors, est-ce qu'il est sur ma machine? De toute façon, la machine, elle est arrêtée. Donc, vous n'avez plus le choix. Mais il y a cette question aussi, maintenant, qui est, ok, j'ai un problème. Est-ce qu'il a été sauvegardé quelque part? Et s'il a été sauvegardé quelque part, est-ce qu'il est endommagé ou pas? Voilà, alors est-ce que c'est endommagé? On ne vous a pas appris, hein, on ne vous l'a pas dit. S'il y a une procédure qui existe, parce que nous c'était le cas, je ne suis pas sûre qu'il y avait des procédures de secours qui étaient en place. Mais si elles étaient en place, elles étaient où? À votre avis, elles étaient où? Toutes les questions que vous êtes en train de dire. Elles étaient sur l'intranet. En ligne, zéro papier. Bah oui, parce que zéro papier, hein, les arbres, pour protéger les arbres, etc. Donc les procédures de secours étaient électronique sur un intranet. Quand votre ordinateur est arrêté, par définition, et on ne peut plus y accéder. Alors là, vous parlez un petit peu du processus qui arrive à un employé lorsqu'il se rend compte qu'effectivement, il ne peut plus utiliser son poste, qu'il y a une attaque sur son entreprise et que tout est bloqué. Et finalement, toutes ces questions sont des questions qu'on pourrait retrouver quelque part dans des formations. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, et puis je reprends un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Guy, puisque finalement la formation, à la sensibilisation à la cybersécurité et aux bonnes pratiques dans une entreprise, c'est quelque chose de très important. Quand vous vous êtes posé toutes ces questions, est-ce que vous aviez eu au préalable une formation sur ces bonnes pratiques, comment utiliser, comment gérer une crise, comment agir, qui appelait aussi, qui contactait, parce que finalement vous parliez tout à l'heure de la cartographie des acteurs d'entreprise. Quand on est comme ça, on fait quoi? On appelle qui? Quel est le poste dans l'entreprise, dans l'infrastructure vers lequel on doit se tourner? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un manque de sensibilisation aux cybersécurité, parce que ça touche tout le monde maintenant, les équipes marketing, les équipes communication, il ne s'agit plus que des équipes sécurité. Est-ce que vous vous êtes retrouvés un petit peu démunis? Ah bah complètement. Alors il y a deux choses. Alors moi j'aime pas le terme sensibilisation parce que je trouve qu'il est, il est pas suffisant. D'accord. C'est ok, on vous sensibilise aux limitations de vitesse. Ok, d'accord. Ça fait pas de vous quelqu'un qui respecte les limitations de vitesse. Il y a une vraie différence entre la sensibilisation, c'est ouais je sais qu'il faut pas que je clique sur les mails, et la formation qui construit de la compétence intégrée à ce que vous faites tous les jours. Donc moi, je travaille là-dessus. C'est comment, effectivement, sur mon poste de travail, j'intègre des comportements, et intégrer des comportements, c'est faire. C'est pas uniquement savoir que si je vois une pièce jointe, il peut peut-être se passer quelque chose. De toute façon, quand je clique dessus, je vois rien. Ouais. Donc ça, déjà, c'est voilà. Donc, et alors, en plus, étape d'après, c'est oh mon Dieu, je vais me faire taper sur les doigts. Dans une organisation, quand même, c'est une culture managériale de droit à l'erreur. C'est compliqué dans une organisation, droit à se planter. De dire, ah ouais, j'ai fait une bêtise, là, j'ai cliqué sur un mail, je crois que j'aurais pas dû. En général, c'est pas évident pour quelqu'un de lever la main. Donc en termes de vigilance, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait, une sécurité pour les personnes, et là, ce qui est une sécurité aussi émotionnelle, de dire oui, on a le droit de se tromper. Et quand même, il y a quelqu'un récemment qui m'a rappelé, on met beaucoup de pression sur les utilisateurs, mais quand même, s'il y a un mail avec une pièce jointe complètement pourrie qui arrive sur le poste de quelqu'un un vendredi soir à 17h, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de barrières techniques qui n'étaient pas suffisamment mis en place, et que c'est facile de dire après « Ah bah ouais, t'aurais pas dû cliquer, t'aurais dû regarder ». Mais enfin, à l'arrivée, l'utilisateur, quand vous êtes vendredi soir, que vous avez envie de rentrer chez vous, qu'il faut faire la clôture, on dit, tu sais, si tu n'auras pas le reporting vendredi avant 18h, ça aura un impact sur ta part variable. Il y a le mail qui arrive, on clique, paf, on ouvre le truc. Donc il y a effectivement, je trouve, un moyen d'éduquer et de former qui doit être beaucoup plus positif. C'est des compétences qui sont radicalement qui sont complètement nouvelles pour énormément de personnes. Quand on est sous stress, effectivement, alors là c'est aussi pour répondre sur votre question sur effectivement est-ce qu'on est préparé, et je pense qu'en fait on ne fait, alors on va pas se fouetter, faire des exercices de gestion de crise cyber. Enfin moi en 2017, il y avait eu WannaCry, voilà, on avait vu. Si vous lisez le bouquin, vous verrez, parce que j'ai repris les mails de directeur informatique qui nous disaient ouais, vous inquiétez pas, on gère, vous inquiétez pas, etc. Et puis 2 mois après, on s'est fait aligner par notre pétiard. Mais je veux dire, on est sur des choses, ça n'existait pas dans les organisations, la crise cyber. Et ça n'existait pas non plus dans ces impacts qui sont terribles sur toutes les opérations d'une organisation. Parce que dans la deuxième phase, vous réalisez que vous ne pouvez plus rien faire.
Et là, quand on ne peut plus rien faire, il y a un compteur qui commence à tourner chez les managers. Il faut rappeler ce que je dis au début, dans une organisation, c'est quand même, on est là pour faire de l'argent. Moi, j'avais mes collègues de la compta, ils pleuraient du sang parce que ça nous est tombé dessus fin juin. On ne pouvait pas facturer les clients. Quand on ne peut pas facturer les clients qu'au 15 juillet, vous êtes toujours coincés. Il y a le compteur qui tourne. Vous dites, mais si l'argent ne rentre pas, comment on va pouvoir payer les gens? Et vous avez toute la chaîne, effectivement, d'une organisation qui est brusquement complètement à l'arrêt. Donc oui, des exercices, il faut en faire. On n'aime pas dans les organisations, mais je veux dire quand même dans la société, on n'aime pas penser à toutes ces choses affreuses. Je crois que vous avez parlé, Guy Philippe, de ces 99% de scénarios terribles qu'il faudrait imaginer. Alors moi, j'ai échangé avec les pompiers de Paris qui font des exercices. Et ils ont une cellule spécialisée qui imagine le pire. Tous les trucs affreux qui pourraient se produire, y compris dans des conditions mais terribles. On n'a plus de téléphone, on n'a plus rien, enfin voilà. Et comment on fait? L'incendie de Notre-Dame, ils avaient répété. Ils savaient qu'un jour, ça pourrait peut-être se produire. Enfin, ils le savaient, ils l'avaient imaginé. Dans les organisations, alors on n'aime pas faire ça parce que bon, pas trop se faire peur, je pense. C'est pour ça qu'aussi, moi, dans ce que je fais en cyber, je suis pas du tout dans le discours de la peur. Il faut arrêter le discours de la peur parce que quand on fait peur, on parle au cerveau animal. Quand la souris voit le chat, elle fait quoi? Elle bloque. Se bat en courant, elle rentre dans son truc souris. La peur, ça fait ça. C'est très positif. Ça préserve la souris de se faire croquer par le chat. Mais quand on parle cyber aussi à ce jour dans les organisations, on vous fait peur. Attention, si tu cliques sur un truc, ça peut être terrible. C'est pas engageant pour les gens. Quelque chose qui fait peur, et trop peur, il y a un moment, ça bloque. D'autant plus que, comme vous le disiez, ce n'est pas visible. Et c'est pas visible. Tant que ça vous est pas arrivé. Alors, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre? Déjà parce que moi, ça m'a vraiment frappé. Alors déjà, dans ce que j'avais laissé filer dans ma connaissance du monde numérique, finalement. Que je faisais plein de trucs tous les jours avec l'outil numérique. Et que finalement, ce qui se passait derrière, c'était pas au centre de mes préoccupations, même sans être au centre de mes préoccupations. Je me disais... c'est le problème de mes collègues des IT. Pour revenir aussi sur la question du collectif que vous avez posé à Guy Philippe. Le collectif, dans une organisation, il faut sortir de ça. On est encore trop à penser dans une organisation. Problème des IT. C'est le problème du RSSI si un jour il y a un problème. Et puis d'abord, si on a un problème, allez hop, le RSSI, dehors, on tombe la porte, t'as mal fait ton boulot. Mais non. Je veux dire, on est bien sur un enjeu collectif, on est bien sur de la construction de compétences. Si je suis à l'accueil, je suis dans un entrepôt avec une tablette, puis discretos, allez, je vais faire un tour sur Internet, pour faire un achat, etc. C'est tous ces comportements qu'il faut changer. Bien entendu, par aussi des exercices et de la pratique. C'est pas agréable de se faire peur, mais la compétence, on la construit aussi parce qu'on pratique. Et j'ai envie de dire que c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. C'est que, alors, la bonne nouvelle, moi, quand je fais des conférences et je pose des questions dans la salle, combien d'entre vous ont vécu un grave incident cyber dans leur organisation? Il y a encore très peu de gens qui lèvent la main. Donc, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une très mauvaise nouvelle. Parce que, comme on n'a pas l'expérience, on ne peut pas construire la compétence. Parce que, par définition, la compétence, on la construit sur l'expérience. Et ce qui est compliqué aussi en matière cyber, et moi, quand j'ai sorti mon livre, je l'ai sorti vraiment de façon... j'avais envie de témoigner, j'avais envie de dire, ne négligez pas ce sujet, parce que ça peut faire mal à votre organisation, ça c'est clair. Moi, l'organisation pour laquelle je travaillais s'en est très bien mise, mais financièrement, ça a quand même été un bel impact, même si elle s'en est remise, c'était une entreprise qui était bien gérée, donc il y avait quelque part un trésor de guerre qui était là, qui a permis d'amortir le choc. Il a fallu construire tous les systèmes d'information. Alors, on a vu ça plutôt comme une chance, parce qu'on a reconstruit une architecture, j'ai envie de dire, plus adaptée au monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect, effectivement, je voulais vraiment qu'il y ait cette prise de conscience. Ce qui est aussi, je pense, très important, c'est vraiment de s'intéresser au sujet. Parce que ce qui est aussi très violent, c'est que vous vous rendez compte, en fait, vous pouvez avoir bossé, j'ai vu récemment, il y a Nice Charmel, qui est une entreprise qui a été cyberattaquée à la fin 2019, qui a été mise en redressement judiciaire, ils se sont mis sous protection au printemps 2020. Et je les ai vus témoigner là récemment. Et il y avait un témoignage de la personne qui est la responsable des collections, qui fait les dessins
Et quand elle racontait qu'il y a eu quand même ce moment où elle s'est dit, j'ai plus de 10 ans, 15 ans de modèle, que si ça se trouve, je ne vais jamais retrouver. Vous vous rendez compte de la violence que ça peut représenter? On met des mois, des années à construire de la valeur sur des produits, sur des organisations, dans l'espace d'un éclair. Alors il y a quelqu'un là en plus, ce qui est bon, c'est qui c'est? Poser la question, c'est là. Qui brusquement peut, je veux dire, arriver dans mon organisation et 10 ans de boulot, quelque part, me les voler, ou voire pire, parce qu'encore voler, c'est qu'il y a des rançongiciels, vous êtes toujours vous dire, allez, on va me les rendre. Si je paye la rançon, il ne faut pas payer la rançon. Parce qu'on entretient le système, c'est un business. Mais pire, on peut vous le détruire. Et vous allez me dire, mais de quel droit on vient de détruire mon boulot, 10 ans de boulot, 15 ans, 20 ans de boulot? C'est intéressant parce qu'on arrive sur la notion des profils de cyberattaquants et de leur motivation. Est-ce que vous en avez déjà en tête les listés? Bon, c'est pas une liste exhaustive, on n'est pas là pour ça, mais peut-être échanger sur certains profils en fait qu'on peut retrouver. Alors moi, si je prends donc la partie de plus que je perçois pour les organisations, alors quel qu'elle soit, un public ou privé, moi je travaille beaucoup pour les organismes privés, mais en ce moment il y a beaucoup d'attaques sur les hôpitaux, et les organismes de santé. Alors déjà, moi j'ai remarqué, c'est que c'est devenu un vrai business. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable d'aller piquer des numéros de carte bleue pour vous piquer votre argent derrière, que d'aller braquer une banque avec un bazooka. Il y en a de moins en moins. Il y a eu une attaque de fourgons, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines. Je me dis, tiens, il y en a encore quand même qui attaquent des fourgons. Ça se fait encore. Mais maintenant, c'est beaucoup moins rentable. Puis c'est surtout beaucoup moins risqué de mener une attaque où vous allez récupérer des numéros de carte bleue sur un site de vente en ligne. Vous mettez moins votre vie en danger. Donc, qui y a derrière? Donc, il y a clairement, et ça, je pense que Guy Philippe nous en parlera beaucoup mieux que moi, il y a effectivement des États. Et là, pour les organisations, c'est particulièrement désagréable parce que souvent, vous n'avez rien à voir au film, et puis, victime collatérale. Il y a clairement, alors, dans le monde économique, il y a clairement de l'espionnage. Donc, il y a effectivement vos concurrents qui utilisent des groupes aussi pour effectivement aller vous voler. Donc là, on est sur du vol. Aller vous voler des brevets, aller vous voler un savoir-faire. Et puis, je pense qu'il y a un vrai business qui s'est construit de personnes. C'est assez rentable. Je veux dire, on vous verrouille vos données, on vous met sous pression. C'est un système mafieux. C'est on vous demande une rançon, si tu me payes. Et c'est quand même, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai. C'est assez rentable. C'est assez rentable. Et pour vous, Guy Philippe, en quelques mots? Il y a tout ce qu'a dit Delphine. Il y a aussi l'employé qui n'est pas content. Ça arrive. Oui. Bon. Et puis derrière, donc, on va avoir ce qu'on a évoqué, à la fois des structures cybercriminelles où parfois on voit des anciennes mafias traditionnelles qui comprennent, comme toutes les industries, qu'il y a une disruption numérique, un nouveau marché qu'il ne faut pas rater. Donc, ils vont investir dans ce nouveau marché. Avec des populations qui avaient souvent l'habitude, donc de ces hackers, qui avaient l'habitude, jusqu'au milieu des années 2010, on va dire, parce que j'ai eu des échanges avec un camarade, Philippe Gaillard, qui a l'habitude de travailler un petit peu avec ce type de population-là, qui pouvaient passer, entre guillemets, du noir, de l'assaillant, on va dire, à la défense, parce que passé 25 ans, on commence à réfléchir à fonder une famille, avoir des enfants, etc., normaliser les situations avec sa copine. Bon, et à ce moment-là, vivre tout le temps dans la criminalité, cette marginalité-là, ça marche plus. Bon, ça c'est ce qu'on voyait jusque vers le milieu des années 2010, mais depuis lors, il y a tellement d'argent qui s'est investi dans ce marché-là qu'on a du mal à évaluer, parce qu'on a plein de chiffres sur le coût global qui serait peut-être de l'ordre aujourd'hui quasiment du $1 trillion, mais le chiffre d'affaires en tant que tel est infra à ça, mais il est probablement très significatif. Bon. Donc, il y a beaucoup d'argent là-dedans, et il y a des carrières, et il y a des gens qui ne switchent plus entre le monde, entre guillemets, des méchants dans le sens de criminels, et puis, entre guillemets, repasser à devenir un hacker éthique, et donc travailler, entre guillemets, pour la société civile et pour le bien. Bon. Et là-dedans, effectivement, une chaîne de valeur extrêmement diffuse, complexe, avec des access brokers qui vous donnent des accès à des entreprises, des loaders qui vous donnent des accès déjà avancés dans l'entreprise, etc., des gens qui vont vous aider pour tout ce qui va être le blanchiment de l'argent. Il y a foultitude de métiers, comme dans la cybersécurité légale, il y a foultitude d'approches et de métiers. C'est la même chose du pendant négatif. Et puis donc, au-delà, ce qu'on a évoqué, il y a parfois
des groupes criminels qui sont en fait la main des États ou qui peuvent être des groupes criminels qui sont hébergés par des États. Alors, il y a un exemple. Par exemple, aujourd'hui, dans un lieu de conflictualité très fort entre Israël et l'Iran, où il y a un groupe cybercriminel qui a émergé depuis octobre 2020 autour d'un rançongiciel qui s'appelle Pay2Key, qui a essayé et qui est arrivé d'ailleurs à attaquer plus de 80 entreprises israéliennes, dont certaines entreprises dans la cybersécurité. Et on pense que derrière, il y a des groupes avancés, en fait, liés à l'État iranien. Donc on voit, ce jeu-là, on le retrouve en Russie, on l'a évoqué, on le retrouve en Chine, avec certains groupes parfois liés aux triades, et qui sont aidés ou protégés, ou qu'on laisse faire, et ça, c'est la main des États. Et puis évidemment, derrière, au-delà de ça, il y a des émanations directes des agences de renseignement dans des objectifs très offensifs. Et ce qu'on a vu avec Petya, ça, très clairement, c'est dans cette dernière catégorie. Donc, voilà un peu un spectre. Et puis il y a une dernière chose, mais qu'on voit moins, heureusement, ce sont les activistes. Voilà, on avait le groupe Anonymous, voilà, dont on parlait beaucoup dans la première moitié des années 2010, bon, qui est un groupe où tout le monde pouvait, entre guillemets, entrer. Ben, ce qui a fait sa force, et peut-être la raison qui a fait sa faiblesse ultime, parce qu'aujourd'hui, il y a une disparition. Donc voilà, tout un univers qui peut faire peur, entre guillemets, et pour rebondir sur les choses très importantes et souligner ce que disait Delphine, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. C'est ce qu'on voit en fait dans des États où il y a une tension permanente, comme l'Estonie, avec encore un voisin difficile, Israël, etc. Et en fait, il faut accepter qu'on vit dans un monde en tension et en crise. Et après, une fois qu'on l'a accepté, eh bien, il faut être proactif, retrouver son sens de ce que s'appelle les anglo-saxons de agency, et donc faire les tests et les simulations, ça c'est extrêmement important, ce qu'a évoqué Delphine, hein, la Banque d'Israël, qui est un organisme qui gère et qui gouverne un petit peu l'ensemble des institutions financières en Israël, depuis 2015, recommande que chaque année, il y ait un exercice de simulation au niveau des directions générales des banques. Bon, ça c'est un exemple, et ça doit être fait à tous les niveaux, que ce soit l'employé qui fait du phishing, soit les cellules de crise qui vont tester la crise, et puis donc les directions générales qui doivent également participer à ça. Bon. Oui, si je puis me permettre, ça c'est très important, parce que moi quand j'ai démarré sur ces sujets-là, donc j'ai cherché une simulation de crise pour les opérationnels. Et il y avait à l'époque beaucoup de choses qui étaient faites pour les techniciens, enfin les techniciens ou les personnes qui, logiquement, dans une entreprise, quand il y a une crise, de par leur rôle, vont être dans ce qu'on appelle la fameuse cellule de crise, mais historiquement, on n'implique pas les utilisateurs. Et quand vous voyez tous les témoignages des organisations qui ont été victimes d'actes de cybermalveillance graves, en fait, les personnes qui affrontent au quotidien la réalité de toutes les conséquences, la chaîne de conséquences, c'est les gens, on dit, qui sont sur le terrain. C'est tous les opérationnels, hein. C'est effectivement l'équipe marketing qui se doit dire mince, l'événement que j'avais la semaine prochaine, comment je vais faire, etc., le lancement du produit, etc. C'est la finance, l'exemple que je vous donnais, qui ne peut pas sortir la facturation client. Et ce qui est très important, c'est effectivement de faire des exercices sur toute l'organisation, pour que tout le monde puisse vraiment toucher, alors à la fois les impacts, mais en conséquence, qu'est-ce que je vais mettre en place, et là on est bien sur de la compétence, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que le jour où ça se produit, parce que tout le monde le dit, hein, c'est pas si, c'est quand, et quand ça va se produire, j'ai déjà les bons réflexes. Et deux éléments complémentaires à ça. D'une part, la nécessité, Delphine vous l'avez évoqué, mais on le voit par exemple dans la sécurité aérienne, d'avoir un changement de la culture. Et en particulier, le changement de la culture par rapport à l'employé, au collaborateur qui va faire une erreur. Dans l'aérien, depuis les années 90, et ça vient d'ailleurs des pays scandinaves, on parle de culture juste, à savoir, entre guillemets, c'est pas grave si tu as fait une connerie, tant que c'est pas fait de façon volontaire, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que la chose la plus importante, ça rejoint la question de pourquoi c'est un sport collectif, pourquoi c'est une sécurité collective. Le plus important, c'est d'avoir l'information le plus rapidement possible et donc de laisser parler l'information. Il y a un dernier point autour de ça. Alors évidemment, dans l'aérien, c'est évident quand il y a un problème, ça fait un crash, donc les gens meurent, et ça c'est catastrophique. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui peuvent mettre la clé sous la porte à cause de ça. Pour les entreprises, c'est moins évident, mais ce qui est très important, c'est aujourd'hui d'aller au plus précis sur l'impact économique total pour l'entreprise. Alors, c'est certaines activités que j'ai avec PwC. Et alors, on regarde ça, un angle, on
peut le voir, on peut décomposer l'ensemble des impacts, continuité opérationnelle, légale, remédiation technique, etc., etc. On peut aussi voir d'une manière globale où peut se passer l'impact le plus fort, et souvent l'impact le plus fort, c'est dans la relation avec les clients, et puis aussi la relation avec les employés, parce que tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui partent plus rapidement, etc. Et on le voit donc in fine dans la valeur totale de l'entreprise. Donc je termine là-dessus. Une petite étude, et puis il y en a d'autres qui vont venir, avec PwC, mais qui a montré que dans presque 2/3 des cas, pour une trentaine d'incidents d'entreprises cotées, dans presque 2/3 des cas, il y a un impact significatif dans le premier mois qui suit l'annonce de l'incident. Et en gros, on va baisser de 8 à 9% du cours de bourse. Et puis après, dans 40% des cas, il y a une dégradation qui continue, parce que comme on l'a dit, il y a les effets auprès des clients, auprès des employés, de la réputation qui prennent du temps. Et on peut finir, dans 40% des cas, au bout d'un an, à moins de 20%, 1/5 de la valeur d'entreprise qui est partie. Alors ça, je peux vous dire qu'un 1/5 de la valeur d'entreprise qui part, 20% en moins, ça a un impact. Et on commence à comprendre d'ailleurs quels sont les investissements, y compris les investissements en termes d'exercices de simulation, etc., qu'il faut mettre en regard de ce coût qui peut être très grave quand ça arrive. Et au-delà du coup, je pense qu'il y a cet élément de confiance qui n'est pas toujours mis en comptabilité, hein, mais effectivement, s'il m'arrive quelque chose, et ça peut être aussi un vol de données, hein, comment ça va éroder la confiance de mes clients, de mes fournisseurs, de mes propres collaborateurs sur ma capacité à bien protéger notamment les données sensibles. Et ça, la confiance aussi, c'est quelque chose, on le sait, hein, quand on monte une marque, quand on monte son portefeuille client, c'est un élément intangible qui est extrêmement critique dans une organisation et qui ne retrouve pas non plus toujours dans les chiffres. Mais qu'on retrouve dans le cours de bourse. C'est ce qu'on voit quand on regarde sur 6 à 12 mois, précisément, cet élément intangible qui est fondamental, qui est au cœur de la valeur d'entreprise, le fait de savoir qu'un client va revenir acheter, c'est ça qui fait la force de l'entreprise. S'il ne revient pas acheter, il n'y a plus de chiffre d'affaires, c'est plus de chiffre d'affaires, plus d'entreprise. Cet élément-là qui est très dur à évaluer, mais qu'on peut voir sur des grands chiffres, sur de grandes analyses un peu, dans justement l'évaluation du cours de bourse, que ce soit l'entreprise avant-après, ou que ce soit aussi par rapport aux autres compétiteurs. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Guy-Philippe et Delphine pour cette petite explication, en tout cas sur le sujet de la cyberdéfense, la grande déstabilisation. Et puis, on espère pouvoir vous réavoir auprès de nous pour un prochain peut-être épisode sur des sujets un petit peu similaires. Voilà, avec plaisir. Merci à tous. Merci. Merci de nous avoir suivis pour ce second épisode du Let's Cyber Talk intitulé Cyberdéfense, la grande déstabilisation. Et n'hésitez pas à commenter dans la barre du bas et on vous retrouve dans vos commentaires et au mois prochain. Merci.